passé toujours extrêmement tendu au Moyen-Orient. On avait des espoirs de négociation, des espoirs de désescalade. Or, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Ça se bombarde de part et d'autre. Le baril est reparti à la hausse en m'en venant ce matin. Puis si vous êtes passé devant une station d'essence, là, on frôle le 1,87 $ par endroit. Là. Alors là, on se rapproche du 1,90 à l'aube des vacances. Donc, même si ça se passe très loin, on a des conséquences ici chez nous. Le Wall Street Journal nous apprend que l'Iran aurait préparé un nouveau complot pour assassiner le président américain. Georges Mercier est analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Ouais. Alors ça, ce sont des informations qui nous proviennent d'Israël, par contre. Je pense que c'est significatif. Deux éléments significatifs. Oui. Non seulement ça vient d'Israël, mais en plus, ça vient du Wall Street Journal. Puis de tous les médias américains, le Wall Street Journal, c'est probablement celui qui est le plus pro-guerre par rapport à l'Iran. Ces éditoriaux se lisent comme une suite d'appels à la guerre. On veut toujours escalader. Bon, donc il y a peut-être un intérêt de ce côté-là à montrer à Donald Trump qu'il y a une menace contre lui. Ça vient aussi d'Israël. Et on sait que depuis la signature de cet accord cadre-là, bon, je pense qu'il ne tient plus l'accord, là, mais depuis cette signature-là, Israël était très, très fâché parce que ça ne réglait pas du tout, mais vraiment pas du tout, ses principales préoccupations de sécurité par rapport à l'Iran. Donc, est-ce qu'on a fait couler cette information-là pour, rappeler à Donald Trump que les Iraniens lui en voulaient, qu'il voulait compter attenter à sa vie? D'ailleurs, il en est conscient parce qu'il en a parlé au sommet de l'OTAN. Il a dit, oui, ils veulent me tuer. Et il a même parlé du taux de survie des présidents américains qui n'est pas très, très élevé par rapport à d'autres emplois, si on fait la petite histoire. Donc voilà, est-ce que c'est seulement une stratégie israélienne pour ramener les Américains dans le conflit? Autre élément significatif, Donald Trump et Benjamin Netanyahu se sont parlé hier, peut-être pour se coordonner. Ils se sont engueulés? Parce que ça s'était pas très bien passé, une de leurs discussions. Non, Trump l'avait traité de tout et non. Apparemment, ça va plutôt bien. Mais je pense qu'il faut comprendre sur la relation de Donald Trump et Benjamin Netanyahu. On en a beaucoup parlé, là, d'à quel point c'était rendu acrimonieux, puis on a même envisagé un divorce. Le fait demeure que il y a un soutien instinctif à Israël chez Donald Trump qu'on ne retrouve pas ou qu'on retrouvait de manière très, très, beaucoup plus adoucie chez d'autres présidents américains. Je ne pense pas qu'il y aura divorce entre les deux. Mais l'armée israélienne, hier, a quand même fait savoir qu'elle était prête à relancer une troisième guerre contre l'Iran, comme si c'était bel et bien terminé, puis on pouvait passer à d'autres choses. Donc, on verra ce qui va se produire. La fin de semaine pourrait peut-être être déterminante. On se souvient à quel point les Américains aiment lancer des opérations militaires le week-end lorsque les marchés sont fermés. Oui, puis les marchés cette semaine, ça n'a pas été évident. Là. Honnêtement, là, ça a été beaucoup en montagne russe, beaucoup en yo-yo. Un peu moins pire hier, mais en tout cas. Un qui voyage beaucoup, c'est notre premier ministre, notre bon premier ministre Mark Carney, qui, oui, était au sommet de l'OTAN, mais il a fait un petit crochet en Arabie Saoudite, a été reçu par MBS, reçu en grand. Comment tu vois un peu cette décision-là là, de Mark Carney, premier ministre canadien en 26 ans, à mettre les pieds en Arabie Saoudite? Est-ce que l'époque là, où on se drapait de vertu là, sous M. Trudeau puis on faisait la morale à tout le monde, c'est terminé? On est clairement dans une autre époque. Hein? Je te rappelais la politique étrangère de Justin Trudeau où on aimait aller faire la leçon aux autres pays du globe pour leur bilan en matière de droits humains, de respect de la démocratie. L'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, ça a beau être des alliés des États-Unis puis des pays plutôt alignés sur l'Occident, ce ne sont pas des démocraties, ce ne sont pas des endroits où il fait bon vivre si on veut avoir une liberté d'expression, un droit de vote, une participation politique. Et sous Trudeau, au moins, le Canada avait le mérite d'être conséquent. Bon, peut-être qu'on n'était pas très, très convaincant, mais on était cohérent. Le Canada se drapait de vertu, ce pays de la Charte canadienne des droits et libertés, qui partout sur la planète veut aller défendre les belles valeurs du libéralisme. On leur vendait des armes, par contre. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais au moins, au niveau des discours, on tentait de leur faire la leçon. Mark Carney a évacué tout ça. En fait, Mark Carney a décidé, vous savez quoi, Donald Trump est arrivé au pouvoir, il nous a dit que les valeurs comptaient plus, que tout ce qui comptait, c'est les intérêts. Et ce qui est drôle, c'est comment on lui répond. On lui répond en lui disant, vous savez quoi, vous avez raison, Donald Trump, on vous donne raison. Nous aussi, désormais, pour mieux protéger nos intérêts, nous estimons que les valeurs n'ont plus d'importance et donc nous allons aller visiter des pays au bilan en matière de droits humains assez particulier. C'est Gilles Duceppe qui aurait envoyé un courriel à Mark Carney pour lui dire qu'il était hypocrite. Eh bien non, Mark Carney n'est pas hypocrite. Là, en l'occurrence, les bottines suivent les babines. Il agit de manière entièrement cohérente. Mais la question que ça pose, c'est est-ce que les Canadiens sont d'accord avec ça? Est-ce qu'on est prêt à suivre Mark Carney vraiment comme s'il marchait sur l'eau, comme si c'était vraiment le sauveur de la nation, alors qu'il transforme profondément les relations internationales du Canada? On verra. Tu dis... un peu comme il marche sur l'eau. Regarde son discours de Davos. Là. Discours de Davos, là, il a été encensé. C'est comme si quelqu'un, le parole d'évangile.
Et regarde son taux d'approbation, regarde même dans les sondages au Québec, au Canada. Pour l'instant, les Canadiens puis les Québécois achètent le plan Carney. Là. Puis Gilles Duceppe soulignait l'hypocrisie. Moi, c'est drôle. En termes d'hypocrisie, là, le gouvernement Trudeau était pas mal plus hypocrite, tant qu'à moi, que Mark Carney, qui, lui, nous a présenté son CV. C'est un banquier. C'est un banquier. Lui, il part avec sa petite valise de banquier. Puis là, il s'en va. Puis là, il fait le tour de plusieurs pays. Puis là, il arrive en Arabie Saoudite. Bonjour, MBS. Oui, on est ouvert aux affaires. On signe une douzaine d'ententes, là, à peu près. 13 ententes entre les deux. Alors, excuse-moi, là, mais l'hypocrisie, là, c'était pas mal plus sous le prof de théâtre que sous l'air du banquier. Là. Mais un point sur Carney, ce qui est intéressant, c'est que non seulement les Québécois et les Canadiens l'apprécient encore, mais il est aussi extraordinairement apprécié des Européens. Puis à nouveau, c'est le Wall Street Journal qui a fait paraître 2 articles récemment qui nous mettent un peu dans les coulisses de la décision des Européens de finalement tenter de bomber le torse, de résister un peu, je dis un peu, à Donald Trump après la série du Groenland. En fait, c'est que Mark Carney a encore 2 téléphones cellulaires, un téléphone canadien, un téléphone anglais, de son passage à la Banque d'Angleterre, et il a gardé un réseau de contacts. Et ce serait lui qui se serait activé en coulisses pour vraiment convaincre les leaders européens, notamment Emmanuel Macron, qu'il connaissait bien, qu'il était temps d'en finir avec la plaventrisme et de tenir tête aux Américains. Je me demande comment ça va jouer dans nos relations avec les Américains lorsque ça percolera dans l'administration américaine, qu'au Canada, vous avez un premier ministre qui fait ami-ami lorsqu'il parle au président, mais qui, derrière les portes closes, travaille activement à poursuivre le désengagement des États-Unis. Ouais. Parlant des États-Unis, une des obsessions du président Trump ces derniers mois, ça a été le Groenland. Hein? On pensait même, on se dit, coudonc, ils vont-tu prendre par la force le Groenland? C'est un article de The Guardian qui rapporte notamment des investissements américains qui sont de plus en plus importants au Groenland. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que parfois, on a de la misère avec Donald Trump à distinguer, disons, le bruit de ce qui se passe pour de vrai. Et là, ce que le Guardian rapporte, c'est qu'il y a une compagnie qui s'appelle Greenland Energies qui compte explorer, évidemment, elle nous dit qu'il y a des réserves de pétrole gigantesques sous le Groenland, mais elle a acquis l'équipement pour le faire. Elle aurait trouvé une manière d'acquérir des licences pour l'exploration au Groenland à travers une compagnie à Londres. Bon, c'est très complexe, l'architecture de cette compagnie-là, mais le fait demeure que les Groenlandais, eux, disent non, vous n'avez pas de licence, on n'a pas donné de permis, on n'est pas censé avoir de nouvelles explorations pétrolières sur l'île. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, d'après toi, Alexandre, oui. Qui est-ce qui est proche de cette compagnie-là? C'est sûr que c'est le Donald. Ben, des proches de Donald Trump et des gens qui passent bien du temps à Mar-a-Lago. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si les Américains commencent à placer des pions économiques au Groenland, puis là, il y a une valeur pour les actionnaires, il y a des ressources qui sont retirées, il y a des profits qui sont faits, ça pourrait donner à terme un autre argument aux Américains, si on a un problème sécuritaire là-bas, pour continuer leur désir d'annexer l'île. Puis ce qui est intéressant ici, c'est surtout de voir que vraiment, il y a ce que dit Donald Trump, puis il y a ce qui se passe en coulisses derrière, ce qui est fait par d'autres intérêts américains. Puis là, on avait une preuve, ou au moins une illustration, qu'il y a un vrai intérêt de la part des Américains pour le Groenland. C'est pas seulement pour le pétrole. Hein. On s'intéresse aussi à de l'eau premium. On irait chercher de l'eau de très bonne qualité là-bas pour l'embouteiller et la revendre. Un petit clin d'œil sur le sommet de l'OTAN en terminant. Ça se passait en Turquie. On a vu le président Trump encenser le président turc qui a fait un cadeau surprenant aux leaders de l'OTAN. Mais quoi que c'est très 2026. Hein? Ben, toi, quand tu invites du monde à souper, je sais pas si tu as l'habitude de le faire, lui, il leur a offert un pistolet, mais non, pas seulement un pistolet turc, avec des balles réelles. Donc, essentiellement, les leaders de l'OTAN repartent du sommet et ils trouvent dans leur valise une arme à feu chargée, ce qui évidemment a occasionné une foule de problèmes, surtout pour les leaders européens qui avaient bien de la misère avec les douanes à l'arrivée. Aïe, aïe, aïe. Merci, Georges. Bonne journée.